Bonjour, bienvenue. Vous êtes venus en courant, j'imagine. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 invités qui courent beaucoup et surtout très longtemps. Que je remercie vivement d'avoir également accepté d'être parmi nous pour cette discussion un peu insolite à Livre en Marche. J'imagine que vous êtes habitués et qu'on ne parle pas souvent de trail. Alors l'idée évidemment de cette conversation, c'est de parler du trail, mais surtout de qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit des gens qui le pratiquent. Alors j'accueille d'abord Chloé Lantier, qui est une grande traileuse depuis sa tendre enfance, qui est canadienne, qui a gagné beaucoup de podiums. Hein. Tu as 40 podiums entre elles dans la montagne et le désert. Je crois que tu as fait plusieurs podiums au Marathon des Sables, donc un grand trail de plusieurs centaines de kilomètres dans le milieu assez hostile du désert. Tu as été aussi championne du monde du 24 heures solo de VTT, finisher et première femme à 2 reprises de l'Iditarod Trail. Bon, c'est dans l'Alaska, 500 km sans assistance, avec des températures qu'on imagine assez fraîches. Tu es ambassadrice pour la marque Patagonia et tu es aussi experte en biomécanique et performance humaine. Tu collabores avec des athlètes, des trailers, mais pas que. Et tu collabores aussi avec la NASA et le PSG. Peut-être qu'on en parlera un petit peu. Et tu es aussi l'autrice de plusieurs ouvrages sur le trail et la performance, l'ultra-endurance, avec une touche assez technique. Du fait de ton background en biomécanique et physionomie. Charlie Buffet, qui est journaliste. Alors, tu as travaillé pour Libération, pour Le Monde et divers magazines de montagne. Tu es aussi directeur de la collection Guérin aux éditions Paulsen. Vous savez, cette édition rouge qui parle de montagne. Tu es aussi un grand alpiniste. Je vous recommande d'ailleurs vivement la série d'été que tu as fait pour Le Monde en Himalaya cet été, sur l'Everest. Et ton tout dernier bouquin qui est sorti il y a 3 ou 4 jours, je crois, enfin il y a très peu de temps, sur le premier guide qui a emmené des expéditions, le premier guide français à avoir emmené des expéditions en Himalaya, Claude Jacou, je crois. Le livre est ici. Et enfin, et c'est pour ça que tu es sur cette discussion, tu as été, je crois que c'est un petit peu dans le passé, mais tu as aussi été un trailer amateur. Et tu racontes cette expérience et comment tu es venu au trail dans une revue qui s'appelle Trail la montagne en courant, d'un média suisse très chouette que je vous recommande, qui s'appelle ID News et dont j'ai écrit la deuxième partie du feuilleton. Voilà. Albert Mège. J'ajoute juste un truc, c'est que je suis très amateur par rapport aux deux présents ici, que j'ai publié aux éditions Guérin. Voilà. Tout le monde est ici, c'est une table Guérin. Albert Mège, alors côté ville, toi tu es un expert de l'innovation, du digital et de l'intelligence artificielle. On est assez loin des sentiers montagnards. Tu enseignes à l'ESCP, à HEC Paris. Tu as reçu le prix de l'innovation de l'école Polytechnique. Tu es par ailleurs associé au cabinet de conseil en stratégie Arthur D. Little et entrepreneur. Donc ça c'est côté ville. Et côté champ, tu es ultra trailer à tes heures perdues, ou pas perdues parce que ça prend beaucoup d'heures. Tu es aussi photographe et capable, dit-on, de résoudre un Rubik's Cube en moins de 50 secondes. Donc je te laisse nous prouver tout ça, puisque ça figure dans sa biographie, c'était trop tentant. Je commence avec Charlie, pendant que Albert s'occupe de son Rubik's Cube. Alors, tu as écrit il y a quelques années, hein, je crois que c'était en 2019, cette revue, la première saison de La montagne en courant, qu'un journaliste, que le fondateur t'avait proposé d'écrire en voyant un engouement pour le trail qui commençait déjà bien à monter à l'époque. Et il te savait coureur, toi aussi, à tes heures perdues, chamonniard, surtout alpiniste, mais voilà, il voulait savoir un petit peu comment, toi, tu t'avais mis le doigt dans l'engrenage. Est-ce que tu peux nous raconter le pied, plutôt. Le pied. Je suis éditeur depuis une dizaine d'années maintenant. C'est mon métier principal. J'ai été journaliste, mais maintenant, mon métier, c'est d'être éditeur. Et ma maison d'édition, quand je l'ai rejointe, avait lancé le premier livre qui a été un vrai phénomène sur le trail, qui s'appelle Born to Run. Et Born to Run, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, c'est un journaliste américain qui fait un magnifique travail et d'enquête et personnel, puisqu'il s'éprouve lui-même en
en se réparant, parce qu'il est très abîmé, et puis il a trouvé un coach qui lui apprend à courir sur l'avant-pied. Bon, voilà, bref, un vrai phénomène, ce bouquin, qui a entraîné la maison d'édition Guérin vers le trail, qui était a priori un domaine qu'on couvrait pas tellement, puisqu'on faisait effectivement, moi je suis alpinisme, je suis passionné d'alpinisme, et pour moi le trail c'était un peu le truc des fous furieux qui vont se faire mal avec des dossards. À partir du moment où où j'ai pris en main la direction éditoriale de Guérin, je ne peux pas éditer ce que je ne connais pas, voilà, intimement. Et donc, j'ai eu envie de commencer à toucher un peu cette discipline un peu étrange. J'avais un copain avec qui je bossais qui, à midi, on montait à Plampras, au-dessus de Chamonix. Et pour ceux qui connaissent Chamonix, le bureau est à 1000 mètres et Plampras est à 2000, en gros, quoi. Et donc, on allait faire un petit kilomètre vertical à midi pour se décrasser. J'ai commencé comme ça, voilà, par 3-4 kilomètres avec du dénivelé. Et comme ça m'a amusé, puis surtout, je me suis aperçu que ça ne me faisait pas de mal. C'est-à-dire que moi, en fait, j'avais toujours mal aux genoux quand je faisais de la montagne en descendant. Et en m'entraînant comme ça, petit à petit, je me suis aperçu que j'avais plus mal aux genoux. J'arrivais à courir en descente. Voilà. Et voilà, petit à petit, comme ça, je me suis dit, je vais aller voir un peu plus loin par goût, qui est, je pense, quelque chose d'assez partagé chez les gens qui font du trail, par goût de l'exploration personnelle. Qu'est-ce que ça donne d'aller voir du côté de ses limites ? Qu'est-ce qui se passe quand on peut plus avancer, quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on s'endort en marchant, etc. Donc voilà, ça m'a intéressé. Je suis désolé de dire que je n'ai pas éprouvé ce que racontent beaucoup de trailers. C'est une espèce d'épiphanie où on est complètement au fond, on est épuisé, on est effondré au bout de la trace, et puis au bord de la trace, et tout d'un coup, il y a une espèce de révélation qui se fait, on se réveille, de résurrection. Voilà. J'ai pas éprouvé ça. C'est pas pour ça que j'ai un peu arrêté le trail. Disons que j'ai plus arrêté par, mais ça, je sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. J'adore la montagne. J'ai découvert plein de trucs de l'ordre des sensations en courant en montagne. Ça ouvre des horizons, ça permet de faire des choses quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, de faire quand même des choses assez étonnantes, de s'approprier le paysage, de se dire que cette chaîne de montagnes qu'on a sous les yeux, finalement, aller faire 3 petits sommets, de les enchaîner, c'est pas forcément impossible. Voilà. Donc ça m'a ouvert des horizons. En revanche, l'idée de mettre un dossard, de me retrouver dans des foules à 4 heures du matin à faire la hola, des trucs comme ça, je n'ai pas une passion pour ça. Et donc, ça m'a un petit peu... voilà. Disons que cette exploration, pour moi, elle est un peu terminée, ce qui est du coup très bien que tu aies pu prendre le relais. En revanche, ce que j'ai découvert en pratiquant, c'est voilà, ce plaisir d'aller marcher, d'aller courir au lieu de marcher de temps en temps en montagne, sans but de faire des podiums, parce que ça j'ai compris que non, c'était pas pour moi. Oui. Mais voilà, pour le plaisir d'explorer les sensations. Mais qu'est-ce qui fait selon toi, ton expérience très personnelle, que on a le sentiment un petit peu de l'extérieur qu'une fois qu'on a mis le pied à l'engrenage, il y a ce besoin d'aller toujours un peu plus loin. On commence par un 15, on enchaîne par un 25, un 50, puis on termine sur un 700 km comme notre ami ici. Et tu écris notamment dans l'exploration, la quête du trailer peut-elle s'achever avant que la vraie limite soit clairement atteinte, et un petit peu plus loin. Mais il y a que tu décris à la fin d'une course, il y a cette légère déception, ce doute, ai-je été assez loin ? On a le sentiment qu'il y a quand même, une fois qu'on est dedans, ce besoin d'aller toujours... Parce qu'on se rend compte qu'une course, on peut la terminer. Elle paraissait complètement impensable au début, puis finalement, on se rend compte qu'on y arrive. Et on n'arrive plus à s'arrêter. Alors, moi, je vais répondre très vite, parce que pour moi, la réponse est assez simple, c'est de la curiosité. Vraiment, ce qui m'a poussé, c'est la curiosité d'aller voir un peu plus loin à chaque fois, parce que j'ai fait des trails de plus en plus longs, et de me dire, voilà, j'ai couru 60, et puis 60 en hiver, et puis 100, et puis voilà, j'ai été jusqu'à moi la TDS qui fait 145 km et 10 000 mètres de dénivelé.
Et puis voilà, je pense que voilà, ce que j'ai éprouvé là, ça m'intéresse. Ma curiosité est quand même largement satisfaite. Et donc, je passerai la parole à ceux qui ont été beaucoup plus loin que moi dans cette exploration. Et si, l'autre chose quand même, c'est que le trail a été pour moi, le fait de mettre des dossards, de m'inscrire à des courses, ça a été un stimulant pour m'entraîner. Et ça, c'était pas mal. Que ça me poussait à mettre mes baskets le matin et d'aller courir plusieurs fois par semaine. Alors Albert, toi, tu as couru la Swiss Peaks dans son ancienne version. Donc Swiss Peaks, c'est les sommets des Alpes suisses, 360 km. Combien de dénivelé? 50 000? Quasiment 30 000. 30 000 de dénivelé, donc c'est 3 fois l'UTMB, montée et descente. C'est long, ça prend une grosse semaine. Toi, on l'a dit, tu es plutôt un ingénieur parisien. Enfin, tu viens du Jura, hein, c'est pas anodin, mais... Je suis jurassien, voilà, je suis pas parisien, même si j'habite Paris. C'est assez important de préciser. Oui, mais parisien quand même au quotidien, donc c'est pas facile. Je me reconnais absolument pas D'accord, bon, j'arrête avec Paris étiquette. Alors. En tout cas, pour s'entraîner, il faut retourner quand même au Jura et dans les Alpes. Comment t'es venu, toi, à courir une course aussi dure, aussi longue? Qu'est-ce qui fait qu'on vient comme ça à courir des distances pareilles? Très simplement, la curiosité et l'envie d'exploration. Mais peut-être avant de répondre plus profondément à cette question, peut-être j'aimerais bien savoir qui on a dans l'audience. Et parce qu'on parle de ces distances qui peuvent paraître hors normes. Qui parmi vous a déjà couru 10 km? Levez la main si vous avez déjà couru 10 km. D'accord, on a déjà... une bonne partie de la salle, 20 km ou 21 km, une distance semi-marathon, 40 km, ok, on a déjà un peu moins de candidates et de candidats, 80 km, donc là on passe dans l'ultra-distance, il y a quand même quelques fous furieux dans la salle, 100 miles, 170 km, donc la distance de l'UTMB, l'ultra-trail, donc 2 personnes, et au-delà, 360 km. Oh, ok. T'as gagné. Alors, 0. Non, alors effectivement, j'ai couru, et je reviendrai sur les raisons qui m'ont poussé à tester ça, mais j'ai couru cette course qui s'appelle la Swiss Peaks en 2022, dans son format 360 km, quasiment 30 000 mètres de dénivelé. Alors quand on le dit comme ça, on a un peu du mal à se rendre compte ce que ça peut vouloir dire, parce que même quand on dit 40 km, pour pas mal de gens, c'est déjà beaucoup. Donc 360 km, 30 000 mètres de dénivelé, c'est 9 marathons de suite et c'est 9 ascensions du Mont Blanc de suite. Donc pour faire ça, j'ai mis 142 heures, ça fait quasiment 6 jours, non-stop. Alors non-stop, ça ne veut pas dire qu'on court en permanence, on s'arrête quand même très ponctuellement pour manger, pour dormir un tout petit peu. Sur 6 jours, en moyenne, j'ai dormi 2 heures par jour, donc ça fait moins de 10 heures de sommeil sur 6 jours. Et j'ai estimé que j'avais brûlé à peu près 12 000, 14 000 calories par jour. C'est 5 ou 6 fois plus que quelqu'un de mon gabarit consomme quotidiennement. Donc c'est beaucoup. Et bien sûr, quand on brûle toutes ces calories, il faut aussi les ingérer, ce qui représente un défi en lui-même, parce que déjà, il faut avaler, mais surtout, il faut digérer alors qu'on est en mouvement, qu'on est en fatigue et qu'on est très fatigué. Donc voilà, il y a toutes ces choses au-delà de la fatigue qui viennent transformer le métabolisme et le corps doit être préparé à cela. Donc ce sont des choses qui sont possibles. Comment j'en suis arrivé là? Totalement sur un coup de tête, en fait. On fait, avec ma femme et ma famille, on a 2 filles jumelles, pas mal de montagnes et d'explorations en tout genre. On a fait des randonnées assez longues depuis très longtemps et on a emmené nos filles depuis qu'elles sont bébés sur des expéditions en ski de randonnée au-delà du cercle polaire, parce que ma femme est norvégienne, donc on fait pas mal de ski là-bas. Comme ça, on fait des trucs assez longs sur 10 ou 15 jours en autonomie. Et en 2019, j'avais jamais couru plus d'une trentaine de kilomètres. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien traverser la plus grande île de Norvège. Donc, c'est une île qui s'appelle Senja, qui est au-delà du cercle polaire. Elle fait en nord-sud une centaine de kilomètres. Et c'est une île que j'aime beaucoup. Il y a plein de sommets très chouettes. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si j'essayais de la traverser le plus rapidement possible? Et donc, j'ai essayé de faire ça. J'ai mis un petit peu plus de 24 heures, donc là, sans dormir du tout.
Et j'ai découvert, un petit peu comme le disait Charlie tout à l'heure, tout un tas d'états mentaux et émotionnels que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça assez étrange et j'ai voulu explorer un petit peu plus loin. Et donc, de fil en aiguille, j'ai refait plusieurs fois des 100 km. J'ai fait le tour du massif du Beaufortin d'une seule traite. Après, j'ai essayé d'aller encore plus loin. Et donc, j'avais jamais fait de course à ce stade. C'était des choses que je faisais seul ou en famille. Et donc, en 2021, je me suis inscrit à une course donc à la Swiss Peaks et j'ai testé le format 170 km. Moi, j'aime pas le monde en montagne, donc je voulais absolument pas faire le TMB qui draine beaucoup trop de monde à mon sens. La Swiss Peaks, on est une centaine de personnes sur la ligne de départ, donc ça reste assez raisonnable. Et donc ça, j'ai mis un petit peu plus de 48 heures pour le faire. Donc passer 2 jours, 2 nuits à courir dans la montagne. J'ai redécouvert plein d'autres trucs sur une forme de dissociation au niveau du corps et de l'esprit. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, je ne sais pas. Et la curiosité m'a mené à m'inscrire l'année suivante, donc en 2022, à cette course qui fait 360 km. Et ça paraît long, et il y a des moments où on a vraiment envie de baisser les bras ou d'arrêter de mettre un pied devant l'autre parce que ça reste très très dur. Mais quand il reste 40 km, on sait qu'on est arrivé en fait. Ces 40 km, ils paraissent très courts. Et je me souviens avoir reçu un SMS d'une coureuse que je connais un petit peu. Elle m'a dit, elle l'avait fait l'année d'avant. Elle m'a dit, il me restait une trentaine de kilomètres. Elle m'a dit, profite bien parce que quand tu vas arriver, quand tu seras arrivé, tu vas réaliser que c'est trop court et puis que tu vas regretter d'être arrivé. Et effectivement, en arrivant, et déjà quand j'ai eu son message, ça m'a fait pleurer. Et en arrivant, j'ai repleuré encore une fois. Parce que j'ai pleuré parce que c'était terminé en fait. Mais de soulagement et en même temps de nostalgie déjà. Non mais c'est ça, en fait il y a 2 raisons pour lesquelles on peut pleurer. La fatigue aussi peut-être. Ça peut être la fatigue, ça peut être on pleure de soulagement, mais ça peut être, moi ça m'est arrivé de pousser tellement loin qu'on pleure parce qu'on en a marre. Mais là, sur la fin de la 360, j'ai pleuré parce que c'était fini et que le voyage a été trop court. Et donc tout ça, c'est un peu une allégorie de la vie. On sait que ça finit par s'arrêter un jour et voilà. Et c'est comme ça que du coup, on fait 700 km la prochaine fois et puis après, on fait quoi? On prend une année sabbatique et on court pendant 1 an? Alors oui, effectivement. Donc dans le livre Kilomètre 360 qui s'affiche d'ailleurs maintenant sur l'écran, ça c'est une des pages du livre. J'ai essayé le format encore plus grand. En fait, au total, j'ai fait 4 courses. Et à chaque fois, c'était cette Swiss Peaks. Donc, j'ai fait une fois la 170, 2 fois la 360, et je les ai terminées, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ça m'a même surpris, moi. Et l'année dernière, ils ont lancé un format qui s'appelait 660. L'année dernière, en fait, en vrai, il faisait 700, que je n'ai pas terminé. Je conclus le livre je pensais qu'il n'y avait pas de limite et que les seules limites étaient celles qu'on se donnait. Et je me suis rendu compte quand même l'année dernière sur ce format 700, c'était la première édition, il y avait plein de... Alors ils ont beaucoup amélioré cette année, d'après ce que j'ai entendu dire, mais l'année dernière sur la première édition, c'est très très difficile d'organiser des courses si longues d'un point de vue logistique, gestion des bénévoles, gestion de l'alimentation, gestion du sommeil pour les coureurs, etc. Et donc il y a eu plein de problèmes. Donc on n'a pas pu, il n'y avait pas suffisamment de nourriture, on n'a pas pu se reposer suffisamment. Et j'ai fini par me blesser, je me suis arrêté à 450 km. Donc là, je me suis rendu compte quand même qu'il pouvait y avoir des limites. Et je me suis fait ce qu'on appelle un syndrome d'éloge. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai mis 6 mois à récupérer, donc il y a quand même des limites. Cela étant, l'été dernier, on vient de traverser avec ma femme ici présente les Pyrénées, 800 km. Alors là, on ne l'a pas fait en courant, on l'a fait très vite, mais pas en courant. Et puis en dormant 7 heures par nuit, ça change quand même pas mal les choses. Alors ça m'amène à Chloé, parce que toi, Chloé, tu as étudié, tu es sur le terrain, tu cours beaucoup, mais tu as aussi l'aspect théorique, tu étudies beaucoup la physionomie, la biomécanique.
Toi, dans ton approche, dans ton dernier livre, qui est en anglais, mais dont une version française a été éditée, enfin une version que tu as augmentée il y a quelques années, chez Guérin aussi, ton approche, c'est de dire que, à l'inverse de ce que dit Albert, il n'y a pas vraiment de limite, que c'est vraiment une question de préparation. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Mais je crois que le plus important, c'est comme mon avantage par rapport à toi, c'est mon travail aussi. J'ai étudié la science de la physiologie, la biomécanique. Je suis très impliquée dans la prévention de blessures et tout. Donc, quand on n'a pas cette expérience-là, c'est un peu plus difficile de faire la préparation. Moi, ce que j'ai toujours fait dès le jeune âge, quand j'étais adolescente, pour vous donner une idée, je faisais beaucoup de 800 et de 1500 mètres et du cross-country à Montréal. Et début vingtaine, je suis déménagée dans l'Ouest canadien et c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec les montagnes et non juste pour le trail. C'est là que j'ai débuté le trail. Mais j'ai commencé le ski alpiniste, le VTT. C'était vraiment l'environnement, c'était vraiment le profil de la haute montagne qui m'a inspirée de vraiment rentrer dans le trail. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que la préparation est totalement différente de faire un marathon ou même de courir sur la piste. Les efforts sont beaucoup plus difficiles vu le terrain. Et il faut vraiment se préparer pour un profil spécifique. C'est beaucoup comme faire de la haute montagne, comme faire un sommet. Il faut se préparer pour le sommet, l'altitude, la température. Fait que moi, ce que j'ai toujours fait, c'est chaque compète ou chaque aventure que je faisais entre elles, je me prépare spécifiquement pour ce profil-là, tout dépendant de la montée. S'il y a un 10 km sur le plat à faire après une grosse descente, si on a une montée de 2000 mètres, après ça, une traverse en haute altitude sur un terrain roulant. Fait que je me suis toujours préparée à pousser mes efforts pour le profil de la course. L'autre chose qui est bien important aussi qu'entre elles, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est... lui est en train de travailler son cerveau à côté de moi. C'est la préparation physique. On ne peut pas dissocier le mental du physique. Je vais revenir sur le mental dans quelques minutes, mais ce qui est très important, c'est de préparer son physique pour ne pas être blessé durant l'entraînement, durant la préparation et durant les compétitions. La mécanique de course est très importante. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup quand on fait de la piste, on fait de la course sur route. Donc, par exemple, la cadence. Plus la cadence est rapide, plus il y a de la flexion au niveau des genoux, au niveau des hanches. Donc, il y a moins de stress mécanique sur les articulations, sur l'avant-pied, sur le tendon d'Achille et tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé très fort avec la préparation, c'est prendre soin de mon corps. Donc, c'est pas juste aller au gym puis faire des squats, c'est vraiment travailler l'élasticité, la force musculaire du bas de la jambe, la motricité du pied, juste pour vous donner quelques exemples. Et vraiment aussi pousser mes efforts à l'entraînement. On voit le trail comme un sport d'endurance, mais moi je dis toujours que le trail c'est un sport de pouvoir et de force parce que c'est comme un peu l'alpinisme, monter des sommets, faire 10 000 mètres de dénivelé, ça demande beaucoup plus que de l'endurance. On a besoin de la force et du pouvoir pour pouvoir endurer la distance. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours travaillé la haute intensité et la basse intensité, mais par exemple comme des répétitions de montée. En piste, on fait des répétitions sur la piste. Moi, j'ai toujours fait des répétitions de montée, descente. Des fois, je pouvais faire comme 3 fois la descente du plan de l'aiguille, mais je prenais le téléphérique pour monter, puis je m'entraînais en descente. Fait que l'entraînement spécifique comme ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est multidimensionnel. Puis, ce qui se passe beaucoup aussi au niveau du cerveau, c'est que notre perception a une grosse influence entre elles. Si on n'a jamais fait de montée, si on ne s'entraîne pas beaucoup en montée, mais de la minute que vous arrivez à Chamonix puis vous rentrez sur un sentier, c'est très raide. Donc, la première chose souvent que les gens font quand ils ne sont pas habitués à du dénivelé très raide, ils vont commencer à marcher. Donc, en tant que trailer, si on s'inscrit à une compétition, mais c'est important de s'entraîner à pousser les efforts en montant, comme d'alterner course-marche, de faire moins de dénivelé, mais essayer de courir un peu plus. Donc, notre perception de l'effort va changer. Donc, au lieu d'avoir une perception, d'avoir une vitesse, 2 vitesses, marcher ou courir, on peut développer 2, 3 vitesses et notre perception de l'effort et de la fatigue va changer. Donc, quand on fait quelque chose et on le répète régulièrement, comme pousser nos efforts, faire des intervalles de montée et de descente,
Mais quand c'est le temps d'une compète, c'est sûr qu'on ne fait pas des intervalles, mais on est capable de courir un peu plus longtemps avant de marcher, ou on peut alterner plus la marche et la course. Et ça aussi, ça change énormément notre perception de la douleur, parce que souvent on a de la douleur, due à la fatigue musculaire ou à la faiblesse au niveau des articulations. Donc, ça nous permet aussi de pousser nos efforts, de garder une vitesse avant de pouvoir ralentir. Et au niveau mental aussi, si on pousse ces efforts-là à l'entraînement, on arrive à la compète, c'est là, Chloé, ça fait 6 mois que tu t'entraînes spécifiquement pour ce profil-là. Fait quand je rentre sur le terrain, je me dis, ça fait déjà 6 mois que j'ai déjà fait des montées de 2000 mètres, puis des descentes de 1000 mètres. Donc, mon cerveau est plus habitué que si je ne m'étais pas entraînée de cette façon-là. Parce que c'est ça, moi, qui m'a surprise un petit peu dans ton ouvrage, c'est que tu insistes beaucoup sur cette idée de perception de la douleur et de l'effort. Donc, ça aussi, on entraîne son cerveau par l'entraînement, en le mettant dans des conditions difficiles très régulièrement, à baisser sa perception de la douleur et de l'effort. Donc, il faut entraîner évidemment son corps, mais aussi son cerveau à relativiser la douleur. C'est ça que... Oui, puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un peu comme apprendre un instrument de musique. Vous voyez, si vous ne pouvez pas jouer le piano ou la guitare ou le violon, c'est excessivement difficile dès le début. Donc, au début, vous devez... on doit apprendre à lire les notes. Après ça, on peut commencer à jouer sans regarder les notes. Après ça, on peut jouer un peu plus vite. Après ça, on peut jouer quelque chose de plus complexe. C'est la répétition et l'expérience qui est très important. Et c'est la même chose avec le cerveau. C'est la même chose pour l'alpinisme, comme l'escalade. Combien d'entre vous pratiquez l'escalade? Donc, l'escalade, c'est très difficile. Donc, il faut pratiquer régulièrement. Le trail de longue distance, c'est un peu comme ça. Il faut pratiquer pour que le cerveau s'adapte à l'effort et s'adapte aussi à sentir moins la douleur. Parce que la douleur, c'est une perception. Toutes les trois, on peut être sur la même section d'un circuit, mais on peut avoir totalement des douleurs différentes. Charlie peut avoir aucune douleur, puis nous deux, on peut souffrir. Si on fait un 800 mètres sur la piste... c'était les tendons siffleurs, Charlie, son problème. C'est plutôt le contraire. Ouais, c'est ça. Mais si vous avez regardé les championnats du monde de piste la dernière semaine, on met 12 filles sur un 100 mètres, ils vont toutes avoir la même douleur à la fin du 100 mètres, mais entre elles, c'est totalement différent. Donc, c'est l'expérience et la répétition. C'est exactement comme apprendre une langue ou apprendre le piano. La différence, par exemple, c'est que du sport de longue distance, c'est très individuel. Donc, il y en a qui vont s'entraîner, mais dès que c'est difficile, ils vont lâcher. Donc, c'est passer cette perception-là, et c'est pour ça aussi que le titre de mon livre chez Guérin, c'est « Sans limite », parce qu'on crée nos limites. Tu es d'accord que la douleur est quand même un signal qui est important et que des fois, il faut savoir écouter la douleur pour savoir quand s'arrêter. Oui, je ne dis pas de ne pas s'arrêter. Quand on est en état de très, très grande fatigue, notre cerveau a des perceptions qui sont complètement altérées. Donc, le truc qui nous sert à analyser la situation est lui-même dans une situation critique. Donc, la question, c'est aussi quand est-ce qu'on réussit quand est-ce qu'on prend la décision de s'arrêter? Tout ce que je faisais, là, c'est j'expliquais la perception. Mais comme j'ai dit, la douleur est très individuelle, puis il y a différents niveaux de douleur. Comme par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire « j'ai eu beaucoup de douleur », mais la réalité, c'est qu'il y avait uniquement une fatigue musculaire. Il y en a il y a des gens qui peuvent être blessés sans avoir aucune douleur. Mais ça, du coup, les grands, les Mathieu Blanchard, les Kylian Jornet, les gens comme ça, comment ils arrivent à faire la différence entre une douleur qui est une fatigue et qu'on peut surmonter, qu'on peut dépasser, ou vraiment le signal qu'il faut arrêter? Mais la réalité, là aussi, c'est la préparation. La réalité, c'est qu'il n'y a aucune différence dans le sens que Kylian Jornet, par exemple, peut se blesser à un moment donné, puis il ne pourra pas continuer. C'est un peu ce que tu disais. Fait qu'il y a différentes blessures. Quand on commence à avoir une blessure répétitive qui nous limite à marcher, qui nous limite à mettre notre poids sur la jambe, ça, c'est différent. Ça, c'est une blessure. Mais ça ne veut pas dire qu'on a douleur, qu'on est blessé. Et il faut vraiment... C'est pour ça que la préparation est excessivement importante. Je trouve que le problème en ce moment, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'ultra sans se préparer. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour se blesser. Et mentalement, je trouve que c'est pas vraiment inspirant quand on regarde la moitié des participants du TMB finiront pas. Mais la grosse cause, c'est pas dû à
difficulté, s'il y a une difficulté, c'est plutôt un manque de préparation. Et un manque de préparation peut amener énormément de blessures. Donc, je veux dire, on pourrait parler 1 heure uniquement sur les différents types de blessures. Mais c'est pour ça aussi que moi, quand je travaille avec des athlètes, je leur dis, si vous sentez une blessure au niveau des articulations, ça, c'est quand même assez grave. Il faut ralentir. Si vous sentez une blessure au milieu d'un membre, mais ça, c'est plutôt musculaire. Si vous sentez une blessure à chaque fois que vous mettez le pied à terre, ben ça, c'est vraiment physique. Mais s'il n'y a pas de douleur spécifique, c'est uniquement dû à l'effort, dû à la montée, dû à la descente. Mais encore, il faut se préparer, parce que quand on se prépare, on sent ces douleurs-là. Fait qu'on peut en prendre charge, on peut faire de la préparation, comme on dit en anglais, prehabilitation. Et alors, parce que là, comme on n'a pas que des coureurs de l'UTMB, mais tu as parlé de l'UTMB et de cet engouement et de tous ces coureurs qui sont de plus en plus nombreux chaque année. On voit que les courses s'annoncent complets dès l'ouverture des inscriptions, même des courses dans les Pyrénées, même des petites courses qu'on croyait confidentielles. Alors là, on a 2 chamoignards, Charlie et toi. On voit bien que l'UTMB a pris une ampleur et des proportions qui interrogent un peu sur le phénomène du trail, qui remettent un petit peu en question son âme. Est-ce que le trail, je m'adresse peut-être à toi, Charlie, qui a vu cette évolution aussi en tant que journaliste et donc d'un regard un peu plus extérieur, qu'est-ce qui se passe avec le trail? Est-ce que les gens le consomment aujourd'hui? Pourquoi ils s'inscrivent à l'UTMB alors qu'ils sont assez peu préparés? Ils doivent faire du sport, évidemment, mais ils ne sont pas préparés à avoir froid. Je veux juste rajouter, moi, je trouve qu'il y a environ plus que 50% de gens qui sont inscrits à l'UTMB qui ne sont pas préparés. Oui, c'est ça. C'est un très petit pourcentage, parce qu'il est mieux de dire qu'ils vont faire l'UTMB que oui, de mais se alors qu'est-ce qui se passe? Alors, préparation. le but de l'UTMB aujourd'hui, c'est quoi? C'est de le dire? C'est plus de le courir? Qu'est-ce qui se passe à ton sens? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre parce que je me sens un petit peu éloigné, moi. En tant que chamonnière, enfin parisien, moi j'assume, mais chamonnière une partie de l'année parce que j'ai mon bureau et j'avoue que la dernière semaine d'août que j'ai passée au moment du TMB, je sature. Je trouve que c'est devenu un business international avec des systèmes de points, de trucs. Et moi, il y a un moment où j'ai saturé. Mais je pense aussi parce que je me suis intéressé pour des raisons littéraires. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans le trail, c'est que c'est une expérience intime, passionnante, et que il y a plein d'auteurs à aller chercher en fait. Et depuis 10 ans, on a publié au moins 10 livres sur le trail chez Guérin, dans des domaines très différents. Donc avec Chloé qui est plutôt coach, qui nous entraîne, qui nous explique comment faire. Albert qui va plus rechercher des sensations qu'on a un petit peu du mal à imaginer puisque personne n'a couru 360 km. Et je pense que parmi ceux qui ont couru 40 km, est-ce que ceux qui avaient trouvé ça trop court peuvent lever la main? Ah, il y en a quand même. Oui, mais c'est la femme d'Albert. Okay. Non, parce que voilà, le petit sondage là. Donc tu trouvais que 360 km était trop court. Je pense que c'est intéressant d'aller chercher des gens qui vont qui ont cette réflexion un peu introspective et de qu'est-ce qu'on en apprend en fait. Oui, en fait, ce livre Kilomètre 360, je pense que les trailers, ils verront un livre sur le trail, mais au fond, je pense que, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller un petit peu plus loin que ça. C'est un livre sur l'exploration au sens physique, à travers la montagne, à travers la géographie, etc. Mais c'est aussi une exploration intérieure, parce qu'il se passe... on atteint des niveaux de fatigue qui sont extrêmement importants. Et il se passe tout un tas de bizarreries sur le corps et sur l'esprit. Et je trouve que étudier, analyser ces bizarreries était... pour moi, c'était important, en fait. Puis je peux rajouter une chose. Je crois aussi qu'on fait tout du trail pour des raisons différentes. Puis vous avez bien expliqué pourquoi vous êtes rentré dans le trail. Mais... la longue distance, que ce soit en haute montagne, en alpinisme ou en trail, on vit des émotions d'une vie dans 1, 2 ou 3 journées. Non, j'ai jamais pleuré parce que je voulais que ce soit trop... je trouvais ça trop court, moi non plus. À chaque fois que c'était terminé, j'étais contente que c'était terminé, mais c'est une aventure.
Non, j'ai jamais vécu les extrêmes parce que je pense que je m'étais préparée. Oui, il y a des compètes que j'ai fait que ça a été excessivement difficile, mais j'ai persévéré. Mais je pense que ce qui attire énormément, si on oublie les 50% qui font l'UTMB pour dire qu'ils ont fait l'UTMB, je crois que les gens recherchent l'expérience, recherchent la curiosité, l'inconnu, et c'est un moyen aussi d'avoir accès à la montagne sans d'avoir tout le côté technique de l'alpinisme, même si maintenant on a des compètes chaque week-end, puis il y a énormément de trails qui ne sont pas en haute montagne. Mais moi, je me demandais, j'ai peut-être la réponse sur l'UTMB qui finit par m'arriver au cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant de courses de population dans ces grands trails qui se superposent mais qui ne sont plus du tout dans le même monde? C'est-à-dire que je voyais que l'équipe a fait des records d'audience en faisant un direct sur l'UTMB, et ce qu'on voit, c'est des athlètes qui sont hyper préparés, qui sont coachés tous, qui sont tellement des athlètes de haut niveau que eux, à la moindre blessure, ils arrêtent parce que l'objectif de la course est terminé pour eux. Et des gens comme moi, ce que j'ai pu éprouver, ce qu'Albert a éprouvé, parce que je ne pense pas que tu te considères comme un athlète de haut niveau. Et donc, Quand même. Si. Bon, merde, ça y est, j'ai fait. Non, mais c'est très curieux parce qu'en fait, je me suis. Athlète de haut niveau, sûr. Je me suis jamais considéré comme sportif. Même maintenant, je me considère pas comme sportif. Voilà. Non, mais je pense que voilà, il y a deux mondes qui ont coexisté de façon très fructueuse et étrange. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui venaient de l'athlétisme, qui sont mis à courir sur les sentiers et qui nous ont bousculés, nous les vieux grognards de l'alpinisme, là, qui avions des grosses chaussures et tout était lourd. Et tout d'un coup, on a des gens qui nous bousculaient en disant on peut aller en montagne avec des baskets légers, des petits sacs. Ça crée une nouvelle façon d'aller en montagne. Ça a été fructueux et j'ai l'impression que maintenant, l'athlétisme a un peu gagné dans ces grandes courses, quoi. C'est très bien ce que tu as amené, mais la réalité, c'est ça aussi, qu'il y a environ 5 à 10% d'élite dans l'UTMB, environ. Mais les gens de tous les jours peuvent être à la ligne de départ avec les meilleurs entre elles. Puis ça l'attire énormément. Fait qu'il y a un gros côté des gens de tous les jours qui viennent dans la plus grosse course, la plus renommée, avec un groupe très limité élitiste. Mais ça l'attire les médias. Et oui, je suis d'accord, l'UTMB est devenu très, très commercial. J'aurais aucune envie d'aller faire une de ces courses en ce moment parce que c'est... Mais on a quand même l'impression que tout le monde tombe un petit peu dans les écueils du trail aujourd'hui. Même toi, Charlie, tu disais l'alpiniste en chemise de bûcheron, c'est moi, et le trailer en short moulé ultra consommateur, c'est moi. Toi, Albert, il y a tout un chapitre dans ton livre consacré au matériel. Alors, c'est peut-être dans une approche plus ingénieur. J'ai pas mis de short moulé, mais le reste, oui. Ah, alors regarde. Short moulant. En short moulant, c'est moi. Alors, certes. Alors, c'est peut-être Serge qui a édité ça. Alors, on peut avoir les photos du short. Je suis surpris à faire des formules. En fait, j'aime pas les shorts moulants. Voilà. Bon, c'était plus pour parler du côté hyper consommateur. On voit effectivement qu'à l'UTMB... Hyper consommateur, voilà. je ne sais pas combien j'ai dépensé la période où j'étais un peu à fond dedans, mais beaucoup. Mais ce qui est assez dingue, parce que de l'extérieur et historiquement, le trail avait plutôt cette image de quelque chose de très minimaliste. On a une paire de baskets, un short, moulant ou pas. Le trail, ça coûte pas cher, il suffit d'un short et d'une paire de baskets. Oui, mais aujourd'hui, c'est 5 000 €, 6 000 €, je crois, là, en moyenne, pour se préparer pour un UTMB. Il y a les montres connectées, il y a le textile, il y a les 3 ou 4 paires de chaussures qu'on y passe par an, les bâtons, les dossards, je crois que c'est 500 € un UTMB, pour peu qu'on aille faire la Diagonale des Fous, il y a un billet d'avion, un hôtel, etc. C'est devenu quand même un truc de consommateur, non? Ah oui, absolument. Quel est ton budget, toi, Albert? J'en sais rien. C'est énorme. Aucune idée. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, sans se limiter au trail, on fait, comme je le disais tout à l'heure, on fait pas mal de montagnes et d'expéditions en tout genre. L'équipement, quand on est en montagne, c'est hyper important. Parce que les habits en particulier, c'est la seule chose qui nous protège des éléments, donc c'est absolument clé. Et connaître son équipement, tester son équipement, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a la carte et le territoire, il y a la théorie et la pratique, il y a les discours marketing des marques, et puis il y a la réalité du terrain.
Donc oui, il faut des paires de baskets, il faut s'équiper et il faut tester l'équipement. Et puis on se rend compte qu'on a acheté la dernière tente qu'on a achetée ou la dernière paire de godasses ou je sais pas quoi, la dernière veste en Gore-Tex, dernier cri. On pensait que c'était la mieux, puis en final, quand on va sur le terrain, on se rend compte que la fermeture éclair, elle est difficile à attraper avec les moufles ou je sais pas quoi. Donc on multiplie les équipements. Mais c'est Faut pas le un faire. petit côté. Après, moi, je suis assez critique. Je me méfie toujours du marketing bien rodé des marques. Mais Est-ce que je peux rajouter? Parce que c'est super ce que tu dis. est-ce que je peux quoi? Est-ce que tu as terminé ou je peux juste Non, rajouter non, quelque non, chose? vas-y. Non, parce que c'est super ce que tu dis. Merci. Là, on a la photo de ton équipement pour. C'est la Swiss Peak, ça, ou pas Ouais. Donc, la ouais. fameuse photo du trailer avant course où il a tout étalé pour mettre dans son sac. Que les alpinistes font pareil, non, Charlie, je crois, non le sac, c'est quand même super important, non la préparation du sac. Alors, moi, ce que j'ai appris en faisant du trail, c'est tout ce qu'on peut enlever, en Ouais. fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que je fais de la montagne avec mon frère. Et les premières fois où je suis parti en montagne avec mon frère, après m'être mis au trail, j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que t'emportes là? Et il avait un sac qui était à chaque fois 2 fois plus lourd que le mien. Et je trouve que cette gymnastique intellectuelle, de se dire de quoi j'ai vraiment besoin, elle est très fructueuse. Voilà. Et effectivement, alors ça, c'est ton sac pour le Swiss Peaks. Ouais. Voilà, je pense que ça a apporté des innovations. Moi, c'est vrai que maintenant, j'ai un Gore-Tex North Face hyper léger que j'ai tout le temps au fond de mon sac et je trouve ça super pratique parce que c'est comme un kawaii, mais c'est technique. Voilà, donc ça, il y a eu des innovations, je ne crache pas dessus, qui ont été, du point de vue du matériel, une réflexion sur qu'est-ce qu'on prend quand on va en montagne, qui est intéressante. Alors, il faut aussi dire, partez pas tout nu quand vous allez en montagne. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas l'idée, mais en revanche, c'est lié au fait d'aller vite. C'est-à-dire que le fait de pouvoir courir à la montée et à la descente, ça veut dire que s'il y a un orage qui arrive, je sais que je peux descendre en courant et qu'en 3/4 d'heure, je connais mes temps, voilà, c'est un peu obsessionnel, on regarde ses montres, machin, mais on connaît ses temps, on se jauge et on peut donc se libérer de beaucoup de poids qu'on mettait dans son sac. Voilà. Puis je trouve également, juste pour ajouter ce que tu disais et toi aussi, c'est qu'au niveau commercial, entre elles, on pousse vraiment à vous vendre des souliers. À chaque année, il y a une nouvelle technologie. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'au lieu, par exemple, de vous informer sur la motricité du pied et l'important, quoi retrouver dans un soulier, c'est chaque marque essaie de vous convaincre que c'est le meilleur soulier. Et comme Charlie vient de dire et que tu as dit également, c'est plutôt la préparation de ton sac. Avoir le minimum pour optimiser la sécurité pour les différentes conditions et pour l'environnement du week-end. Comme l'UTMB, on peut avoir la canicule, comme il peut neiger. Donc, c'est très important d'avoir un équipement pour les 4 saisons, mais en même temps, il ne faut pas tout amener. Tu viens de l'alpinisme, c'est pour ça aussi que tu es habitué de tout couper et avoir le minimum, parce que quand on fait des gros sommets, il faut être le plus léger possible, mais il faut amener la même mentalité comme ton sac qui est très limité pour ce que tu as. Et d'ailleurs, le trail peut avoir des conséquences sur sa pratique de la montagne. Moi, je vois quand on était plus jeune avec ma femme, on faisait des traversées, on avait des sacs à dos qui faisaient 35 kilos, des fois 40 kilos, ce qui est vraiment très lourd, et je ne ferai plus jamais ça maintenant. Et le fait d'avoir appris à optimiser le poids du sac avec le trail, là, pour la traversée qu'on vient de faire des Pyrénées, c'était de la rando rapide, donc ce n'était pas du trail, on avait besoin d'une grande autonomie, et en particulier pour tout ce qui touche à la bouffe. Mais nos sacs, sans les consommables, c'est-à-dire sans l'eau et sans la nourriture, le mien faisait 7,8 kg. Après, quand on rajoute la bouffe entre 2 points où on peut se ravitailler, on arrive à peut-être 10 ou 12 kilos, donc ce qui reste quand même relativement léger. Et je trouve que le trail a apporté ça. Oui, je voudrais puisqu'on en parle un petit peu là de l'optimisation, donc cette idée d'optimisation,
de tout. On a vu cette année qu'à l'UTMB, les 2 vainqueurs, donc hommes et femmes, étaient coachés. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient coachés, on va t'entendre là-dessus, mais par un jeune mathématicien qui s'appelle Joseph Mestrallet. Non, il n'était pas coaché par Oui, lui. je sais que en tout cas, ça a été présenté par les médias comme ça, qui les a conseillés sur leur manière de courir à leur course, avec une approche de mathématicien, de statisticien, en disant voilà, sur telle portion tu dois courir, sur telle portion tu dois faire ceci, cela, voilà ce que tu dois manger, combien de protéines, enfin c'est ce que j'imagine. Est-ce que c'est devenu aussi quelque chose de scientifique? Comment vous voyez cette... Toi, alors Albert, ce qui est intéressant, c'est que tu es un peu le scientifique de service ici sur l'IA, le digital, les maths, etc. Est-ce que maintenant, pour gagner des grandes courses, il faut être coaché par un mathématicien? Si, pour la gagner, oui, parce que quand tu es dans l'élite, ça peut se jouer à très peu, mais en fait, je pense que c'est pas nouveau et que la communication qu'il y a eu autour de Mestrallet était, je pense qu'il y a beaucoup de com, une fois de plus, pour faire croire aux communs des mortels comme moi qu'il faut la montre, il faut les derniers algos pour s'entraîner, s'inscrire aux masterclass en ligne, etc. Pour moi, tout ça, c'est du pipeau. Hein. Je pense qu'il n'y a rien de tel que connaître son corps, connaître le terrain, et puis voilà. Pourtant, j'ai quand même une montre et j'aime bien regarder mes données. Mais toi, tu fais pas partie de ces coureurs qui ont des tableurs Excel? Si. Quand je me prépare, en fait, et en particulier pour les trucs très très longs, c'est important d'essayer de faire un plan, en sachant que le plan, au bout de 2 jours, il aura volé en éclats. Mais c'est le truc de Churchill, hein, ou de Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne une droite dans la gueule. Ou Mike Tyson, ouais, très bien. Jusqu'à ce qu'il se prenne un point dans la tronche, ouais. Donc oui, j'ai un Excel, mais... Et donc toi, tu penses que... Quelle est la valeur ajoutée de sans Joseph Mestrallet, on aurait eu les 2 mêmes vainqueurs? Ça, on sait pas. Est-ce que je peux répondre à ça? On ne sait pas, mais... Je suis totalement d'accord avec toi, mais ce qui se passe aussi, c'est que encore c'est une mode. Comme à l'UTMB cette année, on a dit que les 2 vainqueurs ont gagné parce qu'ils ont pratiqué leur pacing. Ça, c'est le rythme de course. Mais le pacing, le rythme de course fait partie des fondations de l'entraînement depuis 125 ans, même aux Olympiques. Je veux dire, c'est un concept de base. Moi, je veux dire, ça fait 30 ans que je m'entraîne toujours pour les rythmes de course. C'est s'entraîner à courir à différentes vitesses. Donc, tout ce qu'ils font, moi, ce que j'ai trouvé difficile de tout ça, c'est banal parce que c'est des concepts qu'on connaît, mais c'est ça, vu que le trail est très commercial en ce moment, il essaie de vendre des mondes, de vendre différentes façons de pousser ses limites, mais la réalité, c'est qu'il faut de la pratique. Même Kate, qui a gagné l'UTMB, elle a été la première à dire que moi, je me suis entraînée toujours avec sensation, sans me servir de ma montre. Moi, ça a été pareil. J'ai toujours été une personne qui est très, très près de mes sensations, comment je me sens. À la fin de mes entraînements, je regarde, mais rien n'est basé sur mon rythme cardiaque parce que je sais que je n'ai pas d'oxygène aussi, j'ai de l'oxygène. Et c'est une façon aussi de pousser nos limites mentalement. Des fois, on est fatigué physiquement, notre cœur est très bas, mais on est en une fatigue mentale. Donc, ce qui s'est passé à l'UTMB cette année, pour moi, c'est comme les super shoes. On essaie de vendre quelque chose de nouveau. Ce que j'ai de la misère, c'est quand c'est des personnes qui sont sans viser n'importe qui spécifique, mais quand c'est des mathématiciens qui n'ont aucune expérience en physiologie de l'exercice ou en coaching, qui viennent dire qu'ils ont le mot magique pour vous faire avancer entre elles. Ça a probablement aidé 1 ou 2% de leur course, mais je veux dire, on ne peut pas suivre un pace spécifique dans un ultra. Tu le sais, des fois, on se sent moins bien. La réalité, c'est qu'il faut écouter notre corps. Quand on se sent moins bien, il faut ralentir un peu. Quand on se sent mieux, il ne faut pas trop pousser parce qu'après ça, on va franchir le mur, puis il va falloir arrêter. Donc ça, c'est ma version en rajoutant ce que tu viens de dire. En fait, pour l'élite, gagner quelques grammes, optimiser la nutrition, regarder les données à coup d'intelligence artificielle ou quoi, oui, ça permet sans doute d'optimiser, mais pour le commun des mortels, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, j'ai un de mes copains avec qui on court souvent, il est sans arrêt en train de regarder sa montre quand on est en train de courir. Mais il est devenu l'esclave de sa montre. Et il sous-performe à cause de ça, je pense. Je crois que les montres, c'est les meilleures progressions dans
dans les ventes commerciales autour du trail. Je crois que c'est les montres connectées. Non, mais les montres, je crois que c'est plus 50% depuis quelques années. Alors, je voudrais pas qu'on parle trop de matériel et de data. Je voudrais qu'on reboucle sur ce que disait Charlie, le potentiel peut-être littéraire et exploratoire du trail. Alors moi, quand j'ai écrit la 2e saison là, de l'exploration sur le trail, j'y suis venue à la différence de Charlie, pas parce que j'en faisais beaucoup, mais parce que j'avais 40 ans et qu'autour de moi, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose à 40 ans, que nos copains se mettaient à courir frénétiquement, aller de plus en plus loin. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport entre la course et potentiellement l'ultra et la crise existentielle ou la crise de la quarantaine ou du milieu de vie. Moi, j'ai regardé un petit peu les stats. On voit bien quand même qu'il se passe quelque chose. La moyenne d'âge à l'UTMB, 41 ans. À la Diagonale des Fous, donc une très grosse course de 10 000 km aussi de dénivelé, 10 000 mètres de dénivelé. Et 180 km à peu près. Donc c'est 44 ans. Et selon l'International Trail Association, l'âge moyen des trailers est de 39,5 ans pour les femmes et 40,5 ans pour les hommes. Donc il se passe quand même clairement quelque chose. Alors attention, là il y a juste la moyenne, il faut connaître l'écart type parce que sinon... Oui, l'ingénieur me corrige. Mais quand même, la moyenne dit que... alors j'ai regardé aussi en termes de volume et les coureurs sont les plus nombreux entre 35 et 45 ans. Toi, Albert, tu as couru la Swiss Peak à 44 ans, donc on imagine qu'il y a eu un peu d'entraînement avant, donc peut-être vers 40 ans. Et tu écris, page 59, « Je suis devenu prisonnier de ma création, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Au fond, peut-être que je me mets à courir pour m'en évader. Il me faut fuir, partir en courant, courir pour contempler, courir pour méditer, courir pour ralentir, courir pour être libre. » Est-ce que ça, c'est pas la définition de la crise existentielle ? Bon, si, sans doute. Je conclus le livre en disant que ce qui m'a poussé à faire ces distances extrêmes, c'était une volonté d'exploration. En réalité, il y a sans doute aussi... parce que quand on est jeune, on peut encore faire des chronos sur des semi-marathons, voire des marathons. Je n'ai jamais fait de marathon, mais j'ai fait quelques semi-marathons. Et je pense que je ne pourrais jamais refaire les chronos que je faisais quand j'étais plus jeune. En revanche, en vieillissant, on peut allonger la distance. Et puis, on peut rester compétitif en étant vieux. Donc, oui, il y a sans doute quelque chose qui est lié à ça. Et je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, un petit peu plus récemment, au moment où je me suis blessé. Et qui est lié à ce que je viens de dire. Derrière, il y a une peur. Enfin, moi, je pense qu'il y a une peur chez moi, mais c'est un truc qui est assez général et qui est assez tabou, en fait, dans le milieu du trail. Il y a une peur du temps qui passe, il y a une volonté de repousser les effets du temps qui passe sur le corps, sur l'esprit, et au bout du truc, il y a la peur de la mort. Et on essaie de se prouver, malgré l'âge, qu'on est encore capable de faire 2-3 trucs physiquement. Après, c'est une course qui est vaine, qui n'a pas vraiment de sens, parce que après avoir fait 700, on va faire 1400, et puis etc. Et c'est une course sans fin, qui n'a pas grand intérêt. C'est la conclusion d'un manuscrit que j'ai envoyé à Charlie il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Il l'a accepté ou... Est-ce qu'il y a aussi ce côté, je reviens là-dessus, pardon, mais sur le côté fuite. Tu fuis ton entreprise, d'autres vont peut-être fuir le quotidien de la maison qui est devenu trop routinier, trop... Voilà, tout est, moi je disais dans mon papier, tout est bien rangé, tout est en place, et on se dit, on est pris un peu d'une angoisse, on se dit, voilà, c'est ça maintenant ma vie, il n'y a plus rien à réussir, il n'y a plus rien à conquérir. Est-ce qu'il y a... Alors toi Charlie, tu es venu plus tard, mais tu avais déjà ça, j'imagine, avec l'alpinisme, ce besoin de t'accomplir des choses. Qu'est-ce que... T'as senti quand même quelque chose qui est de l'ordre de la fuite, ou c'est totalement personnel ? De la fuite, je sais pas, mais et puis la crise de quarantaine, moi j'étais bien au-delà quand j'ai commencé à me mettre au trail. Crise de la quarantaine tardive, peut-être. Même non, enfin voilà, j'ai commencé à 54 ans, je crois, et je pense que le fait qu'il y avait un truc qui me fascinait complètement, c'était de savoir que Marco Olmo avait gagné l'UTMB à 57 et 58 ans, 2 années de suite. Et ça, je dois avouer que c'était un mobile aussi, pour moi, hyper important, c'est-à-dire de me dire, je suis à un âge où physiquement ça va encore bien, mais j'ai un domaine où je peux
peut-être progresser, enfin là j'avais encore l'illusion de progresser, maintenant c'est un peu passé, mais ne pas trop décliner. Voilà. Et on peut s'entraîner c'est une espèce d'athlétisme du non-vieillissement, quoi, de se dire je vais me bagarrer, c'est une façon de se battre contre le temps qui passe. Donc... quarantaine, oui, Non, mais une crise, il y a d'autres quarantaine, déclinaisons. cinquantaine, mais simplement des moments comme ça dans sa vie où peut-être qu'on a peur effectivement de mourir et on a besoin de se prouver qu'on est encore vivant, qu'on est encore capable d'accomplir des choses qu'on pensait pas possibles, non? Et c'est vrai qu'il y a quand même des moments un peu charnières dans une vie. Et je crois qu'il inspire pas mal de bouquins et d'explorations. Alors il y en a qui vont en montagne, il y en a qui vont faire un tour du monde, mais voilà, ce besoin d'aller chercher ses limites. Après, il y a aussi le toi, tu es phénomène sensible. Strava. Ouais. Donc Strava, parlons-en, c'est le réseau social pour les sportifs. Et si c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. On peut pas aller courir et ne pas publier son truc sur Strava parce que sinon, ça marche pas. Je sais pas ce qu'en pense. Moi, j'ai jamais été sur Strava. Ah ouais. T'as raison. Mais là, on revient sur les coureurs de l'UTMB qui le font pour le dire. Mais Ah non, mais il y a même des gens qui payent d'autres personnes pour courir à leur place. Strava Jockey, ça s'appelle. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire croire en engageant un Strava Jockey que vous avez fait une super course. Mais pour ajouter, je pense que c'est facile de rentrer dans le trail. Tu as 40 ans, 45 ans. Je vois aussi les générations, parce que moi, j'ai commencé à faire de la compète, j'avais 10 ans, 10-12 ans. Donc, je pense qu'on est dans une génération en ce moment que les gens prennent vraiment soin d'eux, beaucoup plus qu'avant. Et le trail, c'est facile. Tu n'as jamais rien fait avant. Tu décides d'avoir un bon rythme de vie. Tu commences à marcher, courir sur des sentiers. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. C'est pas comme le vélo et le ski. C'est un peu plus technique. Fait que c'est un sport moins technique, plus facile d'accès pour tout le monde. Fait que c'est probablement aussi une des raisons. Mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'aller se faire mal à un moment donné? Enfin, j'avais parlé avec Mathieu Blanchard pour le magazine. Lui, il dit clairement, alors je pense, Albert, quand on court 700 km, on doit chercher un peu ça aussi. Il dit, moi, j'ai besoin... Non? Tu sais pas ce que je veux dire. Mais ah, pardon, c'est vrai. Et lui, en tout cas, Mathieu Blanchard, qui fait aussi des expéditions dans les grands froids, là, qui a fait une course qui s'appelle la Yukon, 7 jours, je ne sais plus, 700 km dans les grands froids polaires. Il dit, lui, clairement, j'ai besoin de descendre très très bas, de me faire vraiment mal pour pouvoir remonter et apprécier d'être vivant, apprécier un lever de soleil en Arctique et pouvoir apprécier d'être vivant et de ne pas avoir mal quand j'ai pas mal. En fait, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Alors, c'est Mathieu Blanchard, ça fait partie des élites, ça fait partie des gens qui vont très très loin. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ce besoin chez certains coureurs d'aller quand même, et peut-être qu'en alpinisme, il y a un petit peu ça aussi, non, d'aller quand même chercher très loin? Et se faire mal, non. Ouais. Non, franchement, en tout cas, pour ce que j'en connais, pour ce que j'ai quand même édité dans maintenant une dizaine de livres sur le trail, je ne sens pas du tout de plaisir masochiste. Voilà. Et en alpinisme non plus. L'alpinisme, c'est une quête de bonheur avec une confrontation avec... on n'est pas là pour parler de l'alpinisme. Mais se faire mal, non, moi, je ne vois pas le... Moi, je trouve que je suis d'accord, comme pour moi, ça a toujours été une passion. Comme quand j'ai traversé l'Alaska à l'hiver, c'était pas pour aller me faire mal, c'est pour vraiment vivre l'expérience. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de trailers qui sont passionnés, qui se découvrent, même s'ils finissent les derniers, ils sentent vraiment qu'ils ont accompli quelque chose. Parce que c'est tellement immense de faire une longue durée, même pour certaines personnes, faire un 42 km en montagne, ça peut prendre 8-10 heures sur la route, ça peut prendre 3-4 heures. Donc, c'est ça, il y a des gros sentiments d'accomplissement, mais non, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui font ça juste pour se faire mal. Puis, en tant qu'athlète et alpiniste, je pense que c'est la dernière des choses que... Peut-être que certaines personnes disent ça, mais c'est un peu masochiste. Alors après, à sa défense, il dit pas que ça. Hein. Lui, il a vraiment le côté exploration, d'aller vraiment vivre des choses qui a aussi beaucoup, j'imagine, dans ces disciplines. C'est quand même d'apprendre quelque chose sur soi, d'apprendre où on va chercher les ressources, de continuer à avancer.
ça, d'ailleurs, dans ta préface, il y a une préface d'Aurélien Bélanger qui est très belle et qui termine comme ça. « Si mélancolique que soit le paysage, si gris que soit le ciel, si mauve et froide que soit la nuit, quelque chose se produit encore, une silhouette passe qui aura fait le deuil de tout, sauf de sa capacité à avancer encore. » Non, et ça, la préface d'Aurélien Bélanger est effectivement super chouette. Et ça connecte bien avec la question que tu posais. En fait, nous, on a même, ma famille, donc ma femme et mes 2 filles, quand on a 3 règles quand on va en montagne. La première règle, c'est revenir vivant et surtout revenir entier à la maison. C'est la première règle. Ensuite, c'est éprouver du plaisir, qui vient en deuxième. Et la troisième, c'est atteindre l'objectif. L'objectif, il arrive seulement en 3e position. Le premier, c'est vraiment rentrer entier. Donc, non, on ne cherche pas à se faire mal, très loin de là. On cherche à suivre nos propres pas, voir où ils mènent, au sens propre comme au sens figuré. Mais oui, c'est une exploration tant extérieure de la montagne qu'une exploration intérieure. C'est une invitation aussi à suivre ses propres pas. En tout cas, le livre est une invitation à suivre ses propres pas. Alors, on a un petit temps de questions-réponses. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par des conseils. Oui, monsieur. Comment vous gérez l'oxydation et, avec le temps, les éventuelles fragilités en termes de porosité intestinale? Joker. Mais pour moi personnellement, c'est l'adaptation avec les entraînements, c'est de se préparer. Comme les problèmes gastro-intestinaux, il faut vraiment savoir, comme par exemple pour la nourriture, tout dépend. Tu sais, je vais me servir de la nourriture différente si je suis en altitude ou s'il fait très chaud ou s'il fait très froid, parce que nos métabolismes changent tout dépendant à la température et la digestion. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut pratiquer avant. Ça vient vraiment avec l'expérience et c'est très individuel. Donc, il n'y a pas de généralité à ce niveau-là. On peut avoir la même nutrition pour une course, mais on va réagir de façon différente. Puis on sait jamais, on peut se préparer le mieux possible, mais on ne sait jamais comment on va se sentir le jour J. Ça, c'est la différence avec la longue distance. Et au niveau de l'oxygénation, ça dépend beaucoup du contexte et de l'environnement. Mais moi, je dis toujours aux gens que si vous allez faire une course en montagne, ben, c'est important de s'entraîner en montagne parce que les gens vont s'habituer aussi à une plus grande demande d'oxygénation et ça fait partie de l'entraînement et de l'adaptation. Même chose en altitude, on ne peut pas se préparer en 48 heures en altitude, donc c'est presque impossible parce que pour l'adaptation en altitude, il faut environ 3 semaines pour des longues courses. Personne ne peut se rendre, uniquement 5% de la population peuvent se rendre à une course 3 semaines avant. Et la généralité des ultras, on ne passe pas énormément de temps en haute altitude. On monte, on reste peut-être une couple d'heures, 2, 3, 4 heures, tout dépendant de la distance. Donc, tout ça aussi fait partie de la préparation. Mais vous avez posé une très bonne question au niveau de l'oxygénation parce qu'en montée et en descente, c'est très technique. Il y a une très grosse charge mécanique au niveau musculaire et au niveau tendineux. Et ça, il faut le préparer. Donc, plus on a de dénivelé, plus il faut faire des montées, des descentes, mais à une plus haute intensité pour vraiment pouvoir stocker plus de glycogène dans les cuisses et pouvoir préparer les articulations à la demande. Alors, je ne sais pas si ça répondra à la question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Moi, j'évite tout ce qui est issu des marques et du marketing bien rodé des marques. Donc, toutes les boissons d'effort, les gels, les machins, les trucs, j'en prends pas. Je préfère tourner au saucisson, à la tartiflette et à la bière. On a une autre question par là ? Oui, merci. Ça rejoint un petit peu le même domaine. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact sur le métabolisme de ces courses totalement hors normes? Qu'est-ce que ça provoque à long terme? Est-ce qu'on a des études là-dessus?
Alors moi, j'ai fait ça pendant 5 ans et maintenant, j'ai arrêté, j'ai fait 4 dossards et ça m'a suffi. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je me sens beaucoup moins fatigué après une SwissPix 360 qu'après un semi-marathon. Parce que le semi-marathon, on est sur de la haute intensité, alors qu'une SwissPix, enfin, en tout cas à mon modeste niveau, on est sur de la basse intensité. On parle de course, mais en réalité, c'est de la marche rapide. Parce que quand ça monte comme ça, on ne court pas trop. Quand ça descend comme ça dans de la caillasse, on court un petit peu, mais on fait quand même attention. Donc on reste quand même sur de la basse intensité. Il y a une fatigue très très profonde au niveau de l'organisme. On met plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment récupérer. Moi, je le sens au niveau de mes capacités cognitives. En fait, les jours qui suivent, voire les semaines qui suivent, j'ai des problèmes de mémoire. Mais en revanche, le lendemain de la course, je pourrais aller faire un footing. J'ai pas de courbatures, de trucs comme ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, il y a toujours, comme je viens de décrire, il y a toujours un stress. Je suis d'accord aussi que les longues distances, le niveau est beaucoup moins élevé au niveau de la vitesse, mais au niveau de la charge mécanique, elle est beaucoup plus élevée qu'un marathon sur route. Entre elles, on change de chaîne cinétique comme antérieure pour descendre, postérieure pour monter, mais un côté positif, on sert de différents muscles, tout dépendant du terrain. Mais c'est plutôt, il y a énormément de blessures entre elles et c'est très articulaire et musculaire, mais ça, c'est un manque de préparation et c'est normal quand on fait 300, 400 km. Mais je suis d'accord, si on est bien préparé, la récupération est rapide. Fait qu'au niveau de la recherche, on fait très peu de recherche. Il y a très peu de recherche en ce moment parce que le trail, c'est pas comme un marathon. Tout dépend du circuit. Donc, on peut faire la recherche juste avec l'UTMB, comme on peut faire la recherche avec le Marathon des Sables. Et il y a très peu d'investissement au niveau scientifique en ce moment parce que ça demanderait beaucoup. Il faudrait changer d'environnement et la recherche prendrait 2 ou 3 ans. Bonjour, j'avais une question sur la préparation mentale. Vous avez beaucoup parlé de la préparation physique, connaître son corps, mais est-ce que vous vous préparez aussi mentalement à l'effort? Bon, je pratique le trail, bon, moi je n'ai pas fait plus de 80 pour le moment, mais du coup c'est vrai qu'avant les courses comme ça, vraiment je me mets dans une bulle, enfin voilà, je fais des exercices de respiration, je me fixe l'objectif de finir la course, parce que je sais très bien que mon objectif c'est ça. Est-ce que vous aussi vous vous préparez mentalement à aller jusqu'au bout de l'effort? Oui, d'ailleurs, donc dans le livre Kilomètre 360, le livre est structuré autour de cette traversée et un chapitre sur 2 est consacré à la préparation. Donc je touche aux différentes dimensions de la préparation, le corps, l'esprit, la nutrition, la navigation, la gestion de l'accident et puis il m'en manque un. Et donc oui, il y a un chapitre sur la préparation mentale, préparation de l'esprit. À titre personnel, il y a 2 choses qui me semblent importantes quand on se prépare. C'est travailler sa résilience. Et travailler sa résilience, l'élément principal, ça va être la discipline qu'on réussit à mettre en place. Moi, on me demande souvent... Albert, comment tu fais pour être aussi motivé, aller courir je ne sais pas combien de kilomètres par jour, 60 ou 60 kilomètres par semaine, même quand il pleut, qu'il fait froid, etc. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas motivé pour aller courir sous la flotte ou quand l'air est pollué, parce que j'habite Paris. En revanche, j'ai mis en place une discipline, une routine. Je sais que tous les mardis de 18h à 20h et les jeudis, il y a un créneau qui est bloqué dans mon agenda. Je sais que je peux aller courir autour du stade ou ce genre de choses. Donc ça, la mise en place de la routine est très très importante. Donc moi, je me fixe des rendez-vous à moi-même, je me fixe des objectifs annuels, mensuels et hebdomadaires. Donc ça, c'est pour la résilience. Et c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, à titre personnel, j'ai aussi besoin, même pour les trucs qui ont l'air un petit peu chiants, courir à Paris sur le bitume, par exemple, j'ai besoin d'éprouver quand même un peu de plaisir, donc j'essaie de rendre le truc ludique. Et il y a quelques années, je me suis amusé, par exemple, à dessiner des formes géométriques dans Paris, dessiner avec mes pieds.
Par exemple, un carré, un cercle, une étoile. J'ai dessiné la carte de France en courant dans Paris, dans les rues de Paris. Donc j'ai fait un marathon en dessinant la carte de France. Voilà, donc c'est des petits trucs un peu rigolos que je mets en face de ma discipline pour essayer de, petit à petit, me préparer mentalement. Je crois qu'il ne reste que quelques minutes. J'ai une dernière question pour Charlie. Est-ce qu'on peut, alors c'est peut-être une question farfelue, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce qui se passe avec le trail aujourd'hui, cette espèce de massification, peut aussi arriver à l'alpinisme? Et c'est, je crois, un petit peu ce qui se passe d'une certaine manière en Himalaya ou au Mont Blanc, mais est-ce que voilà, on peut imaginer les mêmes dérives pour l'alpinisme? Alors, ça dépend ce qu'on appelle alpinisme. Moi, c'est vrai que j'ai passé un petit moment au camp de base, enfin 2 jours, mais ça m'a pris 3 semaines d'y aller, au camp de base de l'Everest. J'avais un sac de 6 kilos, au fait, pour aller en autonomie au camp de base de l'Everest, et je pense que je n'aurais pas fait ça si loin. Donc, l'Everest, pour moi, c'est plus de l'alpinisme. Donc, je pense que pour le grand public, ça reste un affichage qui fonctionne, mais pour moi, c'est une évolution de l'alpinisme commercial où les choses sont tellement banalisées que ça peut se massifier. Oui, il y a beaucoup de monde, ça se banalise, ça s'industrialise, et c'est une évolution possible. Mais l'alpinisme tel que je le pratique et qui est un peu ce qui nous inspire chez Guérin depuis très longtemps, je ne pense pas que ça puisse se massifier parce que ça reste une exposition engagée, risquée dans un environnement hostile, et que pour moi, ça ne peut se pratiquer que sur un registre de passion individuelle. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait l'alpinisme. Oui, aller cocher le Mont Blanc en prenant un guide et en se mettant dans la file, pour moi, ce n'est pas de l'alpinisme. Donc, je ne pense pas, mais en revanche, j'observe dans l'alpinisme des points communs. Je travaille en ce moment, enfin, j'ai travaillé avec Benjamin Védrine, je ne sais pas si vous voyez à peu près de qui il s'agit, un alpiniste qui est vraiment à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en montagne. Il est entouré par un coach mental, un préparateur physique, par ailleurs attaché de presse, agent. Il a maintenant, comme je pense, les athlètes de haut niveau. Donc on voit arriver en alpinisme des athlètes qui se professionnalisent, des athlètes qui communiquent, qui sont entourés. Donc c'est une évolution qui, pour moi, dénature pas l'alpinisme. C'est-à-dire que Benjamin, il continue à vivre des choses extraordinaires en montagne, tout en étant dans ce... Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, non, mais c'est intéressant, c'est ce qui compte. Merci. Oui, madame, dernière question. Ça ne marche pas? Ah, si. C'est pas tellement une question, c'est une réflexion. Je ne suis pas du tout traileuse, mais je suis descendante de gens de la montagne. J'ai un frère alpiniste, etc. Je reviens sur la Savoie. C'est pas un monde du tout qui me fascine, le trail. Alors, je ne veux pas du tout vous heurter, hein. Mais madame, vous disiez que c'est un monde qui est accessible à tout le monde, il suffit de mettre des baskets. Non. Il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas en Savoie, qui ne partent pas en vacances, et même dans leur environnement, même parisiens, qui ne peuvent pas prendre des chaussures et aller courir. Il y a des gens qui sont en Afrique. Moi, j'ai vu des gens monter le Cameroun à pied, faire des kilomètres à pied, monter et descendre, et qui avaient mal aux pieds, mais qui n'avaient pas de montre, etc., par survie. Voilà, je ne veux pas du tout vous heurter, mais est-ce que vous avez conscience, est-ce que tout ce monde-là a conscience que c'est quand même un monde de privilégiés, que ce soit toutes ces grandes courses qui coûtent très cher, vous l'avez dit vous-même. Et est-ce que vous avez conscience qu'il y a un décalage? Alors, et que finalement, ce que je veux dire, moi, ça me fait peur, parce qu'il y a vraiment un décalage avec ce qui se passe dans le monde au niveau écologie, etc. On parle aussi, je sors encore un petit peu du sujet, on n'a pas abordé le problème écologique, comment on sature les montagnes. Pour moi, ça relève presque, ça me donne l'impression que c'est de la consommation pure dans un monde qui est aisé et qui a un manque de sens. Voilà. Le côté purement alpiniste ne suffit plus aux gens qui l'ont expérimenté. Ils veulent aller au-delà de les limites parce que c'est très égoïste en fait. Voilà.
Excusez-moi, je ne veux pas du tout heurter, je suis d'accord avec ce que vous dites. Quand je disais tout à l'heure que le trail est accès à tous, moi, je parlais des gens de tous les jours dans notre monde qui sont en bonne santé, qui veulent reprendre le sport. Ce que vous venez d'amener, je suis totalement d'accord avec vous. On pourrait faire une discussion de 2 heures uniquement sur ça. Mais oui, le trail, déjà faire du sport, de l'alpinisme et même du trail et pouvoir s'entraîner à chaque matin, c'est un privilège. Et c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon livre. Il faut relatiliser, c'est ça? Relativiser. Je suis 50-50 anglophone, francophone, désolée. Donc, il y a de choses beaucoup plus importantes dans notre monde. Et au niveau écologique, la même chose. Donc, oui, je suis d'accord. Ça serait une autre discussion, mais c'est important d'en parler. Si je peux ajouter juste un mot, le fait de faire du trail, de l'alpinisme, de la montagne n'empêche pas d'être poreux et habité par des questions troublantes sur le monde tel qu'on le voit. Mais vous avez raison de rappeler qu'habiter près d'une montagne, c'est un privilège. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Les livres sont évidemment disponibles.